On écoute Bernard Arnault, qui hier présentait les résultats annuels de LVMH et après le bilan de l'année passée, il s'est montré inquiet sur l'augmentation prévue des impôts pour les entreprises. Et ça fait écho à ce que disait Monsieur Ménégo. C'est vrai que les patrons, on les entend assez peu dans l'espace public, médiatique, d'abord parce que c'est pas leur job de venir parler et c'est pas leur généralement ils aiment pas forcément ça. Et puis c'est vrai que il est de bon ton d'attaquer en France ceux qui font vivre parfois des millions de gens ou des milliers de gens. Alors écoutons Bernard Arnault sur les taxes et sur ses inquiétudes sur la société française, parce que on peut peut-être de temps en temps écouter des gens qui sont en prise directe avec la réalité du pays. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Et on a l'impression que aux USA, on vous accueille à bras ouverts, les impôts vont descendre à 15%, les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite. Il n'y a qu'à prendre la nouvelle boutique que Pietro a ouverte à New York, qui est un succès incroyable. Franchement, il y a des queues de 100 mètres de long. Enfin, c'est vraiment assez exceptionnel et pourtant c'est très très élitiste. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc, on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que je dis, s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie. Voilà. Pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour se lâcher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi. C'est impossible. C'est intéressant d'entendre une autre voix parce que l'espace médiatique est pollué par une pensée dominante de gauche depuis tant d'années, qui d'ailleurs dessert les intérêts des Français, parce que de vouloir développer une économie florissante, à l'arrivée tout le monde est gagnant. Mais c'est un discours de bon sens, et ce qui me frappe, moi, c'est qu'on a toujours Joachim Le Floch, Imad. On a toujours un cycle de retard. Au moment de l'acmé du néolibéralisme dans les années 80, Mitterrand a mis la retraite à 60 ans. On a fait les 35 heures quand les Allemands faisaient la loi Hartz. Aujourd'hui, les Américains ne nous font aucun cadeau, et comment est-ce qu'on répond, nous, par le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde, par le pacte vert, par le marché européen de l'électricité, par la baisse de France 2030 pour faire plaisir aux socialistes. La réalité, c'est qu'on est en train de sortir de l'histoire et tous les chiffres le montrent. Le PIB potentiel des États-Unis, par exemple, il a augmenté de 19% depuis 2019. Il a baissé de 4% en Europe. Voilà, on en est. Alors, bien sûr que c'est intéressant. Olivier de Lagarde. Ce que dit Bernard Arnault. Moi, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites, en fait, ces grands patrons, c'est pas leur boulot. Moi, je pense que ça fait aussi partie de leur métier. Le problème, c'est qu'ils veulent plus. C'est pas qu'ils veulent plus, c'est qu'ils sont insultés. Si vous mettez Bernard Arnault sur un plateau de télévision, il sera interrogé par un salarié qui a été, peut-être, ça s'est mal passé à LVMH, et ce salarié viendra lui expliquer qu'en gros, c'est dommage. Parce que quand vous dirigez une boîte internationale, que vous avez 150 000 salariés, vous êtes quand même un peu plus légitime à parler de l'économie que quand vous êtes un économiste atterré qui a fait un bouquin ou qui Olivier, 2 heures de cours. Olivier, j'entends ce que vous dites. Le problème, un des problèmes numéro 1 français, c'est l'espace médiatique. Il est pollué, je le répète, par une pensée dominante de gauche, et la parole de monsieur Arnault et d'autres. Hier, on a passé le patron de Michelin. C'est pareil. C'est formidable, Ménégo. Formidable. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on les entende pas suffisamment. Mais parce que Bernard Arnault, on l'entend pourquoi? Parce que là, c'était les résultats de LVMH. Et finalement, il s'exprime une seule fois par an. C'est dommage parce que rappelez-vous la une. Rappelez-vous la une de Libération.
C'était quoi, casse-toi pauvre riche ou quelque chose comme ça. Mais, voilà, c'est l'état d'esprit. Vous prenez des coups, c'est sûr. Mais l'espace médiatique, il ne veut pas entendre ça. Quand vous dites que l'espace est dominé par la pensée de gauche, pour autant, M. Arnaud ne développe pas une pensée de droite. Il dépense une pensée factuelle. Oui. Donc, c'est-à-dire, il dit, voilà ce qui se passe. Si vous faites ceci en économie, voilà ce qui se passe. Alors, si on perd LVMH, déjà, il n'y a pas beaucoup de joyaux industriels en France. Alors, si LVMH, bon, je pense qu'il ne le pense pas sérieusement, mais venait à se délocaliser, alors là, ce serait la tragédie. Parce qu'on n'a pas beaucoup de boîtes de ce niveau, en France. Le médium, c'est le message. On a cité McLuhan, qu'on apprenait dans nos cours de communication et de philosophie quand nous étions plus jeunes. Le médium, c'est le message. Le médium, c'est quoi? Le simple fait que ce soit Bernard Arnault, c'est fini. Bien sûr. Pour eux, c'est terminé. Il n'a pas voix au chapitre, puisqu'il incarne tout ce qu'ils détestent. Donc c'est ça la difficulté. Écoutez, Florent Ménégo, dont on a beaucoup parlé. J'étais très content d'ailleurs parce que nous avons fait une audience vraiment très intéressante l'autre matin, en donnant beaucoup la parole au patron de Michelin. Donc ça intéresse les uns et les autres parce que à l'arrivée, ceux qui nous écoutent, avec ces solutions-là, ils vivront mieux. Ils vivront mieux qu'avec Madame Panot ou Monsieur Mélenchon. Ça c'est sûr. Écoutons Monsieur Ménégo. C'est compliqué quand même pour un patron, vous le dites, d'intervenir dans le débat public. Oui. En revanche, c'est quand même très intéressant parce que il y a aussi les pouvoirs publics qui l'entendent. Oui. Et s'ils se taisent, s'ils ne disent jamais rien, c'est comme on laisse parler les autres. Mais là qui se dit le plus de choses. Alors, je pense, pour tout vous dire, qu'on a un moment de bascule et que son intervention n'est pas neutre à Bernard Arnault. Il dit peut-être ce qu'il n'aurait pas dit il y a 2 ans. Peut-être, et qu'on est à un moment de bascule, et c'est pour ça que ça se polarise et que ça se radicalise, parce que le camp d'en face a bien compris qu'il est en train de perdre... Non, ça c'est très juste. Mais bien sûr, ça se sent la nervosité. Ça se sent la nervosité, la radicalisation. Donc tout est extrême droite. Et on en parlera tout à l'heure avec Boris, ultra droite, avec Boris Vallaud. Tout d'un coup, le mot submersion, c'est un mot d'extrême droite. Submersion. En Tunisie, on a parlé de submersion, personne n'a rien dit. En submersion de l'Afrique, etc. Surtout la façon dont les Maghrébins traitent les migrants. On n'entend jamais l'extrême gauche les dénoncer. Écoutons Monsieur Ménégo une deuxième fois sur les taxes et les impôts pour les entreprises. Maintenant, si je prends le coût de la fiscalité, c'est toujours un sujet qui est délicat. La part des impôts de production dans le PIB en France, c'est 4,5. La moyenne en Europe, c'est 2,2. Alors qu'en Allemagne, on subventionne la production. Quand on parle de réindustrialisation, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand vous taxez la production, quand vous voulez faire de l'exportation, comment voulez-vous être compétitif ? C'est pas possible. Donc là, il y a un sujet à traiter. Les prélèvements obligatoires. La France est championne d'Europe des prélèvements obligatoires, avec 45,6% de prélèvements obligatoires. L'Allemagne est à 40%. La moyenne de l'Union européenne l'Allemagne est à 40 et la moyenne est à 40. Donc, bien sûr qu'on peut augmenter les taxes sur les industries en France, bien sûr. Mais en fait, il ne faut pas s'étonner si après, les industries vont aller ailleurs. Bon, il dit la même chose que Bernard Arnault. Et à l'arrivée, c'est le français, le salarié, qui est évidemment le principal... victime. Le parallèle avec les États-Unis est à ce point très intéressant, comme le faisait Bernard Arnault. Vous avez d'un côté de l'Atlantique l'optimisme suite à l'élection de Donald Trump, et nous, on a le discours de politique générale de François Bayrou qui était loin d'être optimiste, et surtout les calculs d'apothicaire avec le Parti socialiste qui vont avoir un impact sur les entreprises. Je m'entretenais hier avec un ministre de Bercy, je peux vous dire que la perspective d'avoir un accord avec les socialistes va forcément faire peser un poids sur les entreprises en France, parce que parmi les concessions, il y aura les allègements de charges sur les entreprises, etc. Donc ça va avoir un impact très concret. Mais quand je dis la pensée médiatique, elle est influencée par qui ? D'un côté, on a Jacques Weber, j'ai rien contre lui, qui est plutôt un bon comédien, et qui dit n'importe quoi sur Donald Trump, tout seul, qui fait un numéro. Puis d'un autre côté, on a quelqu'un qui me paraît un peu plus légitime pour parler de Trump et des États-Unis, et qui dit j'en arrive, qui a un autre parcours, d'autres responsabilités, disons-le, et sans doute une vue plus large des choses que Monsieur Jacques Weber dans son petit théâtre ou son grand théâtre. Eh bien, en France, on va plus écouter la voix de Jacques Weber, qui au fond connaît pas grand-chose sauf son théâtre, et c'est déjà bien.
mais au fond, il connaît rien. Il sait pas de quoi il parle. Voyez, Que, effectivement, quelqu'un qui a une vue un peu plus large, qui voyage, qui regarde, qui voit le monde, etc. Il y a une équivalence de la Alors, je le dis à grands traits, là aussi. Ce qui est fascinant, c'est que dans ce Éric domaine, Nolot. comme dans d'autres, c'est fascinant de suivre le match entre l'idéologie et la réalité, en fait. Ça, c'est extraordinaire. Oui. J'ai l'impression que la réalité est en train de marquer des points. On a vécu tellement dans l'idéologie. Éric Nolot. Et en effet, ces patrons sont du côté de la réalité et les commentateurs sont du côté de l'idéologie. Il y a une contradiction. Éric Nolot, la déconnexion, Sabrina Medjaber. la déconnexion entre ce microcosme, cet entre-soi de bourgeois parisiens et le peuple français qui souffre. On parle justement là de Bernard Arnault et des prélèvements obligatoires qui sont a priori censés sauver l'État-providence qui est complètement en panne en France. Mais il ne faut pas oublier que les entreprises ferment à tour de bras. Il y a plus de 64 000 défaillances d'entreprises chaque année. Mais ça, visiblement, ça n'inquiète ni la gauche ni le gouvernement en place qui, au lieu de dégraisser la dépense publique de l'État, devrait plutôt songer à baisser les prélèvements obligatoires pour pouvoir employer et ainsi relancer la croissance. Mais ça n'est pas dans le logique français, le libéralisme économique, au contraire. Submersion. Sur l'intervention Submersion. dans le débat médiatique. Olivier de Lagarde. Il y avait un très bon papier hier de Nicolas Bétou à la une de l'Opinion en disant il y a deux France. Il y a la France de Ménégo et il y a la France d'Éric Lombard. Et voilà, donc Ménégo a réussi son coup finalement. Il a réussi à imposer une petite musique qui est un petit peu différente du discours général ambiant. Et vous avez raison, on est probablement arrivé à un point de bascule. C'est possible. Alors le mot submersion, avec ce sondage qui avait été commandé pour Europe 1, CNews et le JDD, d'après vous, la France est-elle submergée par l'immigration? 65% des gens disent oui. Qu'ils ont raison ou tort, mais ils ont ce sentiment manifestement, c'est ce qu'ils répondent. Et vous avez Boris Ballot hier, Tartuffe, je le disais, Tartuffe à l'Assemblée nationale. C'est aussi pour ça que le PS est à moins de 2%. Hein. C'est pour ça ils sont à côté, alors que la gauche danoise est en train de gouverner. Écoutez cet échange avec Monsieur Bayrou, parce que Boris Ballot, comme beaucoup de ces gens de gauche, il voit le fascisme, l'extrême droite partout. Submersion. Ce mot est celui de l'extrême droite partout en Europe et dans le monde. Un mot qui blesse autant qu'il ment. Choisissez-vous vos mots par hasard? Ou les avez-vous sciemment empruntés à l'extrême droite dont vous prétendez ne plus jamais vouloir dépendre? Monsieur le Premier ministre, je vous demande d'être clair. Maintenez-vous ce mot de submersion? Le passage que vous indiquez était fondé sur la situation à Mayotte. Quiconque s'est confronté à la situation à Mayotte, et ça n'est pas le seul endroit de France, mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté. Ce ne sont pas les mots, Monsieur le Président Vallot, qui sont choquants, c'est les réalités. Je vais vous dire, ce que je préfère dans cette séquence, c'est pas tant Boris Vallot qui parle, c'est la jeune femme derrière, qui a l'air, mais regardez tout dans son visage. Regardez. Et je trouve que ça en dit plus. Oui, bien sûr, c'est horrible. Vraiment ce mot qui offense, submersion. Et là, vous avez toute c'est ça, Tartuffe. C'est ça, Tartuffe. Pour moi, c'est ça, Tartuffe. Alors, je le dis, je pense à nos amis d'Europe 1 qui ne voient pas ce dont je suis en train de parler, bien sûr. Mais revoyons encore ça, parce que tout est faux, en fait, chez ces gens-là. Regardez comme elle, oh oui, vraiment, c'est horrible. C'est absolument horrible. C'est le petit, bien sûr, le mot qui blesse, bien sûr. Non, il n'y a pas de mot qui blesse, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est la réalité, la vérité. Donc, c'est ça qu'on demande à un député. Pas de jouer comme cette dame joue. Cela dit, à chaque fois, je peux ne pas être d'accord avec vous. À chaque fois, bien sûr, mais à chaque fois, elle peut venir sur ce plateau. Hein. Mais elle ne viendra pas. La même chose. Si elle nous écoute, elle est la bienvenue. Je crois que le problème, c'est qu'ils sont sincères. Et pourquoi sont-ils sincères? Mais vous voulez que Non, mais pourquoi sont-ils sincères? Parce qu'ils sont pétris d'une idéologie qui date finalement des années 80. L'idéologie, c'est la suivante. C'est en France, il n'y a pas de problème avec les étrangers. On a des problèmes avec les racistes. Point final. Et on est resté sur cette façon de penser aujourd'hui. Qu'est-ce que dit Bayrou? Une évidence finalement. Il dit qu'aujourd'hui, vu le niveau
submersion, utilisons le mot qu'on veut, il y a un problème aujourd'hui avec C'est pas exactement le logiciel des années 80, mais je vais vous dire comment la gauche, François Mitterrand, parlait dans les années 1980. Ces immigrés clandestins doivent savoir que cet État qu'ils désiraient tant se trouve dans l'obligation morale de les faire retourner chez eux. On va l'écouter tout à l'heure, Mitterrand qui parlait des seuils de tolérance. Là, on est en plein dans l'antifascisme de classe, dans les logiques de signalement de vertu les plus bêtes possibles. Et c'est pas pour rien que la gauche a perdu tout l'électorat populaire et que la paix civile est à ce point en danger aujourd'hui. Je ne crois pas à la sincérité de cette femme. Éric Nolot. Elle en fait tellement que c'est du théâtre, c'est pas possible. Mais bien sûr que c'est du théâtre. Moi, je n'y crois pas. Donc, mais moi non plus, je suis pour l'inviter pour lui poser la question. Mais si elle veut venir demain, moi je n'y crois pas. A priori, je n'y crois pas. Alors, Cyrielle Châtelain a également interrogé Monsieur Bayrou, c'était hier à l'Assemblée nationale. Écoutons. Cyrielle Châtelain. Est-ce qu'on peut l'écouter? Que se passe-t-il? Vous faites honte aux 16 millions d'électeurs qui se sont massivement mobilisés le 7 juillet dernier pour éviter que notre République bascule vers le racisme et la xénophobie. Vous nous trahissez quand vous utilisez les mots d'apport étranger. Vous insultez tous nos compatriotes pour qui l'immigration est une partie intégrante de leur histoire et de leur identité personnelle. Quand vous parlez de submersion migratoire. Refusez de voir les difficultés et le sentiment qu'un très grand nombre de nos compatriotes partagent, y compris dans des arrondissements parisiens. Le sentiment qu'ils ont qu'il n'y a rien à faire, que nous sommes sans armes. J'ai dit et je répète, et c'est de là qu'est partie la discussion hier dans cette émission, s'il y avait autant de personnes en situation irrégulière à Paris qu'il y en a à Mayotte, il y aurait 400 000 personnes en bidonville à Paris. Qui à ce moment-là oserait mettre en cause les mots? Personne n'oserait. Vous seriez tous en ébullition. Bon, le directeur de l'Observatoire et de la démographie, Nicolas Pouvreau-Monti. On a besoin quand même de faits. C'est ça qui nous intéresse. Il était ce matin sur Europe 1. Écoutez-le. Le choix de parler de submersion, c'est un choix politique qu'on peut toujours contester. C'est un jugement. C'est un jugement selon le regard qu'on porte sur la politique migratoire du pays. Ce qui me semble en revanche beaucoup moins sujet à discussion, c'est le caractère effectivement inédit de la situation migratoire que connaît aujourd'hui la France. C'est-à-dire que il est factuellement vrai de dire qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui. On peut prendre à peu près tous les types de flux. Le nombre annuel de nouveaux titres de séjour qu'on accorde chaque année a quasiment triplé depuis la fin des années 90. Le nombre de demandes d'asile qu'on reçoit a quasiment triplé, a plus que triplé d'ailleurs depuis la fin des années 2000. Sur l'immigration clandestine, c'est un peu plus difficile à appréhender, mais si on prend le nombre de bénéficiaires de l'AME, l'aide médicale d'État, qui est réservée aux clandestins, il a lui aussi triplé en 20 ans. Donc tout ça dessine une situation qui est effectivement inédite. Un immigré, c'est une personne qui est née étrangère à l'étranger. Donc c'est ce qu'on appelle trivialement, mais à juste titre, la première génération. Ces immigrés aujourd'hui en France, ils sont au nombre de 7,3 millions, nous dit l'INSEE, c'est 10,7% de la population. À cela, on peut ajouter 11% de descendants d'immigrés de deuxième génération. Donc sur 2 générations, l'immigration en France, c'est environ 22% de la population. Et qu'on parle en pourcentage de la population ou qu'on parle en population immigrée globale, ce sont là des niveaux historiques. C'est-à-dire que la population immigrée au sens strict en France a augmenté de 40% depuis le milieu des années 2000. Bon, ça c'est vraiment intéressant, mais c'est la discussion qu'on avait hier avec Gérald Darmanin. Au-delà des étrangers qui viennent en France, le souci, si j'ose dire, ce sont les Français, comme vous et moi, nés sur le sol de France, mais qui n'ont pas la même culture, les mêmes mœurs, les mêmes coutumes, et sont parfois en rupture, même avec notre modèle occidental. Ça me paraît le sujet essentiel de la société française. Le sujet, en effet, c'est l'aspect culturel. Alors, normalement, la gauche devrait, a priori, justement, défendre la politique de François Bayrou, parce que les classes populaires qu'elles sont censées défendre subissent les externalités négatives de l'immigration, c'est-à-dire communautarisme, islamisme, narcotrafic et ghettoisation. Mais ça, visiblement, ça ne les intéresse pas. Mais vous avez raison, le vrai sujet, c'est l'aspect culturel. C'est l'aspect culturel de cette immigration qui dépasse largement toutes les limites. Je vais vous dire quelque chose, et c'est ce que je disais hier chez Laurence. Auparavant, moi, je suis d'origine immigrée algérienne, kabyle. Mes parents sont arrivés en France par le biais du regroupement familial. Ils nous ont appris
à aimer la France, à respecter la France et à être des Français. L'assimilation, c'était une vertu républicaine. Aujourd'hui, l'assimilation dans les quartiers islamisés, c'est un sacrifice communautaire. C'est le déni, c'est le rejet, c'est la violence, c'est la psychologie communautaire, c'est l'omerta communautaire, c'est la justice communautaire pour crime de lèse-francité. Celui qui se comporte comme un Français aujourd'hui dans les quartiers, c'est la mort sociale. C'est ça la réalité de l'immigration aujourd'hui. Mais la gauche préfère fermer les yeux, invisibiliser et silencier les victimes de cette immigration par le fait justement du défaut culturel et d'assimilation à la France. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Terrible. J'allais dire, j'espère que tout le monde, toute cette population-là n'est pas sur cette ligne-là dans les quartiers, j'espère. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe dans les quartiers, vraiment. Vous avez reçu la fois dernière Majid Boukacha, il vous en a touché un mot. Et dites-vous qu'ils sont légion comme ça en France. Le carillon d'Europe 1 avec Thomas Hill, qui est là. Thomas Hill, bonjour. Vous allez parler de Florian Zeller. Pascal Praud est un journaliste et animateur connu pour ses prises de position tranchées. Quand il dit que Bernard Arnault incarne tout ce que le gouvernement déteste, il faut comprendre qu'il parle d'un conflit entre la réussite économique et la politique du gouvernement actuel. Bernard Arnault est l'un des hommes les plus riches du monde et il dirige le groupe LVMH, qui possède des marques de luxe comme Louis Vuitton, Dior ou Moët & Chandon. Il représente le capitalisme triomphant, l'entrepreneuriat à succès et l'accumulation de richesses. Or, en France, il existe une tradition politique qui critique ces grandes fortunes, surtout à gauche. Certains estiment que les ultra-riches ne paient pas assez d'impôts et qu'ils bénéficient trop d'avantages fiscaux. D'autres pensent qu'ils contribuent à creuser les inégalités sociales. Le gouvernement actuel, qui est plutôt centriste, navigue entre plusieurs visions économiques. D'un côté, il veut attirer les investisseurs et encourager les grandes entreprises françaises. De l'autre, il doit répondre aux critiques sur les inégalités et éviter d'être vu comme un défenseur des plus riches. C'est pour cela qu'il met en place des taxes ou des politiques de redistribution, ce qui peut être perçu comme une attaque contre les grandes fortunes. Par exemple, il y a souvent des débats sur l'ISF, impôt sur la fortune, qui a été supprimé sous Emmanuel Macron et remplacé par un impôt sur la fortune immobilière. Certains demandent son retour pour que les riches contribuent davantage, tandis que d'autres pensent que taxer trop les grandes fortunes les pousse à quitter la France. Pascal Praud, en faisant cette déclaration, sous-entend que Bernard Arnault est une figure qui dérange le gouvernement parce qu'il symbolise le succès économique sans dépendre de l'État. Il incarne l'idée qu'on peut réussir en France en créant un empire privé, alors que certains politiques voudraient davantage de contrôle et de redistribution. C'est un débat classique en France. Faut-il encourager la réussite individuelle, quitte à créer des inégalités? Ou faut-il redistribuer davantage pour réduire ces écarts? Il y a aussi une dimension politique dans cette déclaration. Pascal Praud est souvent perçu comme ayant une ligne éditoriale plus proche de la droite et des défenseurs de l'économie libérale. En disant que le gouvernement déteste Bernard Arnault, il cherche peut-être à critiquer une certaine hypocrisie politique. En effet, le gouvernement a besoin des grandes entreprises pour financer l'économie et créer des emplois. Mais en même temps, il doit montrer à la population qu'il lutte contre les inégalités. Il y a donc une tension permanente entre ces deux aspects. Un autre point important, c'est que Bernard Arnault est souvent cité dans les débats sur l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale. Certaines entreprises du groupe LVMH sont accusées de trouver des moyens légaux pour payer moins d'impôts en France. Cela alimente l'idée que les ultra-riches ne jouent pas le jeu de la solidarité nationale, même si eux se défendent en expliquant qu'ils créent de la richesse et de l'emploi. Enfin, il faut noter que Bernard Arnault est un personnage qui divise l'opinion. Pour certains, il est un modèle de réussite et un atout pour la France, car son groupe est l'un des fleurons du luxe mondial. Pour d'autres, il incarne les excès du capitalisme et le fait que les richesses se concentrent entre les mains de quelques personnes. Sa fortune colossale suscite forcément des réactions, notamment quand on la compare aux difficultés financières que rencontre une partie des Français.
En conclusion, la phrase de Pascal Praud est une manière provocante de résumer un débat plus large entre la réussite économique et la politique de redistribution. Elle reflète les tensions entre ceux qui défendent les grandes fortunes, comme Bernard Arnault, et ceux qui estiment qu'il faudrait davantage les taxer pour réduire les inégalités. C'est un sujet qui revient régulièrement dans le débat public en France et qui ne manque jamais de faire réagir.